Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire de conseils d'expertise dans le secteur de l'immobilier. On va parler aujourd'hui avec Philippe Benita, le directeur d'Orpi Dasa. On va parler des transactions, des avantages de la collaboration entre agences immobilières, aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur d'un bien immobilier. Parfois, on se pose des questions. Philippe Benita, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. On est là pour parler de ces collaborations qui parfois passent un petit peu au-dessus de la tête des gens. On se dit, mais je suis client, je veux acheter un bien, comment sont-ils au courant que je veux l'acheter à l'endroit où je veux l'acheter? Est-ce que tout ça est compliqué à mettre en place? Non, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, justement, on a la collaboration. Je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve que par rapport à l'acheteur, en tout cas, je trouve que ça lui donne de la plus-value. Et puis, justement, ça lui apporte quand même des choses pour pouvoir vendre son appartement ou sa villa beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Alors, quels sont les avantages? On va peut-être mettre d'un côté l'acheteur et de l'autre côté le vendeur. Par exemple, pour un acheteur, quel est l'intérêt d'avoir 2 ou 3 agences qui travaillent sur le bien qu'il veut acquérir? Alors, par rapport à la collaboration, en tout cas, l'intérêt pour le vendeur, en tout cas, son bien, il va être vu beaucoup plus de fois que s'il le mettait sur 1, 2, 3 agences. Parce qu'ici, sur la Côte d'Azur, on a quand même un réseau qui s'appelle le MLS, où justement, on va collaborer. Alors, le MLS, rappelez-nous ce que c'est. Alors, le MLS, c'est justement une base de données où il y a à peu près 500 agences et qui mettent toute leur exclusivité dans ce réseau-là. Et on peut collaborer beaucoup plus facilement, ainsi qu'Orpi, parce que je suis Orpi. Et Orpi, c'est pareil. On est, par exemple, sur Nice, pour citer Nice, on est 23 agences. Et on a donc une plus grosse base de données. Et on a beaucoup plus de vendeurs et d'acquéreurs. C'est uniquement dans le cadre d'un mandat exclusif ou bien est-ce qu'il peut y avoir des collaborations entre agences si je ne vends pas mon bien en exclusivité? Alors, il peut aussi également avoir des collaborations sur un mandat simple. En tout cas, sur le réseau Orpi, encore une fois, on est 23 agences, on est à peu près 130 collaborateurs à Nice, donc forcément les collaborations se font beaucoup plus facilement. Comment est-ce que les agences arrivent à se mettre d'accord sur le pourcentage qu'elles touchent? Par exemple, si elles vendent un bien, c'est d'office le même pourcentage ou bien ça dépend de l'exclusivité ou pas du mandat? Alors non, il y a des choses qui sont déjà convenues d'avance. En l'occurrence, alors je vais revenir sur Orpi, mais en l'occurrence chez Orpi, nous avons pour celui qui rentre le mandat en exclusivité 60-40. C'est-à-dire que celui qui rentre l'exclusivité, il va avoir 60%, avec qui il va collaborer, il y aura 40%. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble ce sujet qui a été tourné dans une de vos agences, oui. un sujet de Stéphanie Mossman, pour bien qu'on comprenne comment ça fonctionne entre les agences sur un cas concret. Et on parle notamment dans ce fameux reportage de Stéphanie Mossman de la base de données dont vous avez parlé, qui permet à toutes les agences de savoir où en sont leurs acquéreurs, où en sont leurs vendeurs. Regardez. Mes clients cherchent, si possible, si tu as un 3 pièces de minimum 80 mètres carrés, disons plutôt. Mais ce qui va être le critère primordial aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment besoin d'un extérieur. À l'autre bout de l'appel Zoom, Sébastien Dugas, conseiller immobilier dans une autre agence du groupe Orpi, située sur le secteur de Fabron. Ensemble, ils travaillent main dans la main pour satisfaire leurs clients. Et côté acheteur, ce sont les biens avec extérieur qui sont les plus recherchés. Sur le secteur sur lequel elles recherchent, oui, là, il y a des très grands extérieurs, il y a des vues mer, on n'a pas de vis-à-vis. Ça n'a rien à voir avec le centre-ville de Nice. C'est un autre marché, c'est une autre clientèle, c'est d'autres besoins. Mais vu qu'on a la possibilité de commercialiser des biens sur la ville de Nice en entière, il y a une vraie disponibilité concernant les biens pour toutes les agences. Oui. Un système de mutualisation permettant à chaque agence du groupe de consulter les biens proposés à la vente et ainsi de proposer aux acheteurs un plus large choix de biens et aux vendeurs une plus grande visibilité. Pour les vendeurs, ça va être de choisir un partenaire qui va pouvoir les suivre correctement dans la vente de leur appartement ou leur maison par exemple.
et que justement ce bien-là soit proposé sur des fichiers tels que le MLS ou la MEPI. Pour les acquéreurs, l'avantage qu'on va trouver, c'est qu'ils vont avoir accès à plus de 95% du marché immobilier. Et pour les agents immobiliers, donc pour nous, notre profession, c'est qu'on va forcément avoir une meilleure augmentation du chiffre d'affaires. Résultat, le service interagence a pris de l'ampleur au cours des dernières années. Dans la capitale azurienne, le réseau Orpi, lui, peut compter sur la collaboration entre 24 agences réparties sur son territoire. Philippe Benita, on a entendu deux mots, deux acronymes, il faut quand même un peu les expliciter, le MLS et la MEPI. La MEPI, alors c'est deux fichiers, c'est ça? Alors c'est deux fichiers différents. Alors c'est vrai que de temps en temps il y a des doublons en termes de biens à l'intérieur, mais j'ai oublié effectivement de notifier la MEPI, et la MEPI, on travaille beaucoup également avec la MEPI. En tout cas, je suis pour en tout cas les collaborations, et je suis pour les collaborations d'abord pour mes clients, parce que, encore une fois, quand ils nous confient un mandat de vente, que ce soit pour une villa ou un appartement, notre rôle c'est de vendre leurs biens dans les meilleures conditions possibles. Donc je trouve que plutôt bien la collaboration. Mais pour avoir l'utilisation de ces deux outils, de ces deux fichiers, il faut adhérer, oui, il faut payer quelque chose. Il faut adhérer, il faut payer. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer n'importe quel bien si on n'adhère pas à ces deux fichiers. Exactement, c'est-à-dire que si on n'adhère pas à ces deux fichiers, je pense qu'on risque de beaucoup moins collaborer. Et je pense que les gens qui n'adhèrent pas à ces fichiers, peut-être qu'ils ne veulent pas collaborer. Est-ce qu'avec cette crise sanitaire qui a empêché pendant un certain nombre de semaines, on s'en souvient, l'an passé, les visites, même si les visites se faisaient via le digital, est-ce que le secteur immobilier, de votre fenêtre, de celle d'Orpi Dasa, a eu des difficultés, vous avez connu des moments difficiles, ou bien, grâce à cet outil digital, grâce à ces fichiers, finalement, la collaboration interagence ne s'est pas arrêtée? Alors, paradoxalement, sincèrement, je trouve que on peut parler du Covid, on peut parler du ralentissement. En tout cas, nous, au sein d'Orpi Dasa, on ne l'a pas connu. D'ailleurs, on a fait même une très très bonne année. Et on a continué, après confinement, à collaborer. Et je pense encore plus qu'avant confinement. Quoiqu'avant confinement, on avait très bien travaillé. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose, en tout cas, par rapport à Orpi Dasa. L'immobilier demeure dans des périodes de contexte économique difficile, un placement refuge, oui. Ça reste vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, l'argent ne vaut plus rien, donc je pense que oui, l'immobilier et la pierre, ça reste encore une bonne valeur. Alors, on va rejoindre Philippe Benita en direct. Laura Macari, journaliste à Mieux Vivre Votre Argent. Laura, bonjour, soyez la bienvenue. Philippe Benita vous écoute. On va aborder, j'allais dire un peu plus dans le détail. La collaboration entre agences, c'est une chose, mais on a aussi quelques questionnements forcément sur la délégation de mandat. Quel est son cadre légal? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un cadre juridique pour que des agences collaborent. Bonjour, bien sûr, il y a un cadre évidemment. Donc comme vous l'avez dit, la délégation de mandat, c'est un procédé qui est assez classique dans l'univers de l'immobilier. On a une agence, celle à laquelle le client fait appel, qui signe un mandat avec cette personne et si l'agence le souhaite, elle peut aller déléguer une partie de son travail à une seconde agence. On va l'appeler la délégataire dans ces termes pour signer cette fameuse délégation de mandat. Donc ça peut arriver, comme on l'a vu dans le reportage, si par exemple la délégataire a une spécialisation particulière qui correspond à la typologie du bien, ou si l'agence a peut-être du mal à trouver un acheteur pour ce bien en particulier. Le cadre est assez simple finalement. Les deux agences vont signer un document pour encadrer ce travail commun. Donc la première agence promet dans cette délégation de mandat de partager les frais d'acquéreur. Donc ça peut être par exemple à 50-50, ça peut être à 60-40 comme vous l'avez dit sur le plateau à l'agence délégataire. Donc là les deux agences se mettent d'accord et ce document il va contenir toutes les informations clés sur l'opération immobilière. Donc le prix, la répartition des honoraires, les détails sur le bien en question. Globalement c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant pour les deux agences. La première reçoit de l'aide et la seconde obtient un contrat supplémentaire sans prospection. Et pour le vendeur, du coup, qu'est-ce que ça change, Laura? Parce que c'est important comme côté vendeur aussi. C'est sûr, c'est la vraie question. Et à vrai dire, en fait, ça ne change pas grand-chose pour le vendeur. Le client va payer les mêmes frais d'agence. Ces derniers sont simplement répartis entre les deux agences si le bien est vendu de cette façon. Il n'y a pas de multiplication d'interlocuteurs non plus. Le client, il reste en lien uniquement avec l'agence d'origine avec laquelle il a signé son mandat. L'agence délégataire, finalement, elle n'a pas vraiment de lien avec lui.
Donc pour tout le monde, c'est plutôt gagnant-gagnant, encore une fois. Et comme vous le disiez, pour le vendeur, c'est une bonne nouvelle puisqu'il a 2 agences sur le pont pour vendre son bien. Merci beaucoup Laura Macaré de tous ces éclaircissements. Philippe Benita, sur la délégation de mandat, une fois que les choses sont mises au clair, il n'est pas question de revenir ni sur le partage, ni sur l'antériorité de celui qui vend le bien. Non, aucune. À partir du moment où c'est défini du départ, à partir du moment où il y a une collaboration, ça va au bout et puis tout normal, quoi. Et le vendeur, celui qui vient, qui va dans une de vos agences, il est certain d'obtenir le prix qu'il a fixé pour vendre son bien s'il trouve acquéreur, ou bien on peut lui conseiller, ou une autre agence peut lui conseiller de baisser un peu en disant que c'est un peu hors marché? Alors, à partir du moment où le vendeur a signé un contrat avec une agence, il aura, comme l'a dit, je me souviens plus, Laura, il aura un interlocuteur et un seul, en l'occurrence la personne qui sera occupée de lui à l'agence. Donc de toute façon, après, s'il y en a un qui doit lui donner des conseils ou des choses comme ça sera un interlocuteur. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus que le vendeur se retrouve avec une multitude de visites, par exemple pour son bien, qui ne seraient pas coordonnées. C'est pas parce que son bien va être dans plusieurs agences grâce au fichier dont on a parlé tout à l'heure que les visites de son bien vont se multiplier. Tout ça est coordonné, j'imagine. C'est-à-dire que de toute façon, les visites se feront encore une fois par le seul et unique interlocuteur qu'il aura eu au départ. Donc de toute façon, les collaborations, ils se feront uniquement avec cette personne-là. Alors avec une tiers agence, mais en tout cas, cette personne-là l'accompagnera toujours sur les visites. Donc non, ça va pas. Si, ça risque d'amener un peu plus de visites, un peu plus d'acquéreurs, mais après, il faut aussi, il faut également, comment je pourrais dire, il faut faire une bonne découverte et puis pour éviter d'emmener beaucoup de personnes pour vendre un bien, quoi. Mais votre rôle aussi, j'imagine, au tout début, avant même qu'il y ait une collaboration avec d'autres agences, c'est, j'allais dire, de raisonner le vendeur sur le prix de vente de son bien. Souvent, on le surestime, tout à chacun, on a un peu cette tendance-là. Non, moi je pense il ne faut pas trop le surestimer, justement. Si on veut, encore une fois, aider le vendeur à vendre son bien, il faut essayer de lui expliquer, de vendre, alors pas brader, mais en tout cas de vendre son bien au juste prix et de le vendre dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Toute dernière question, Philippe Benita, est-ce que la clientèle étrangère est toujours extrêmement présente dans le Sud et notamment sur la Côte d'Azur? Alors je trouve quand même beaucoup moins. Enfin moi je la vois moins en tout cas. Depuis la crise sanitaire? Oui. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup moins d'allées et venues entre les aéroports qui sont fermés, et puis ces tests PCR, et puis toutes ces choses, non, forcément, ça a limité. Merci beaucoup Philippe Benita, directeur d'Orpi DASA, d'être venu nous parler des fameuses collaborations entre agences immobilières. J'espère que vous y verrez plus clair. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières dans Azur Immo. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.